2020, votre quart d'heure américain. Vous entendez, je suis dans la rue à Washington et les gens sont en train de célébrer la victoire de Joe Biden. Joe Biden a été élu président des États-Unis. Ambiance de fête. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Je suis Antoine Boyer et je suis en ce moment, vous l'entendez, devant la Maison Blanche. Après 4 nuits d'attente interminable de pages de résultats rafraîchis frénétiquement, ça y est, Joe Biden est bien le nouveau président élu des États-Unis. Le démocrate remporte l'État de Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs qui lui permettent de dépasser le chiffre magique des 270 délégués nécessaires pour décrocher la Maison Blanche. Excited, relieved. I'm so happy. I can't even describe how I feel right now. I can't believe we're here after 4 years. Yeah. I really can't. Just absolutely ecstatic. It's a great relief after 4 years. I don't think I think we all kind of expected another 4 years of Trump, and it's such a relief to be sitting here today. Fuck Donald Trump! Fuck Donald Trump! Fuck Donald Trump! Fuck Donald Trump! Just very excited that Donald Trump won't be in the White House anymore. That's it. Yes, very excited. Extremely excited to have Joe Biden and Kamala Harris, the first woman in the White House, so we're pumped. Yes. Bonjour Salima Belhadj. Bonjour Antoine. Tu es rédactrice en chef adjointe de la vidéo en Amérique du Nord pour l'AFP et tu m'aides pour chacun des épisodes de 2020. Alors pour ce numéro spécial nouveau président, je t'ai demandé de m'accompagner. Et j'en suis très honorée Antoine, merci beaucoup. Et pour cet épisode, on va parler d'une nouvelle page qui se tourne pour les États-Unis. On va s'intéresser à ce nouveau président, Joe Biden. Et on va se demander comment l'enfant de Scranton a réussi, après une vie marquée par les épreuves, à accéder à la fonction suprême de président des États-Unis, the Commander-in-Chief. Salima, pour cet épisode, c'est Élodie Cuzin qui va nous accompagner. Salut Élodie. Bonjour Salima, bonjour Antoine. Salut Élodie. Élodie, tu a couvert la campagne de Joe Biden durant ces longs mois et donc sa vie, son œuvre n'ont aucun secret pour toi. Ou presque. Et Élodie, le mot de résilience, est-ce que ça définit bien Joe Biden ? Oui, sans aucun doute. En tout cas, c'est un vétéran de la politique dont la vie a été marquée par beaucoup d'épreuves personnelles et aussi dans sa carrière politique. Donc effectivement, sa résistance, sa résilience, c'est un mot qui le définit bien. Alors on va commencer justement par sa vie, son œuvre, et depuis le tout début, retour en arrière en 1942, date de naissance de Joe Biden, et il est né dans une ville, même si toi tu n'étais pas encore né Antoine, mais c'est une ville que tu connais bien. Oui, j'y suis allé quelques fois sur les traces de Joe Biden. D'ailleurs, je crois que tout le monde connaît cette ville puisqu'il en parle lui-même à longueur de discours. Il s'agit de Scranton, une ville industrielle du nord-est de la Pennsylvanie. Et quand tu t'es rendu à Scranton, Antoine, tu as rencontré par chance ses amis d'enfance. Là encore, c'est pas Tom et Jerry, mais Tom et Larry. C'est ça, c'était Tom et Larry. Je les ai rencontrés devant leur école. En fait, ils n'étaient pas du tout surpris par le parcours politique de leur ami et notamment par son retour gagnant, puisque souvenez-vous, je vous ramène là au mois de mars, mais il était plutôt donné perdant dans la primaire démocrate et en fait, à la surprise générale, il a remporté le Super Tuesday. Joe Biden est un bosseur comme je n'en ai jamais rencontré. Quand il était hors course, qu'il ne lui restait aucune chance, il a réussi à revenir et depuis la Caroline du Sud, il a continué à gagner. Et maintenant, il va être le candidat. Les années 50, Joe Biden a 10 ans et il quitte Scranton pour aller dans un autre État, le Delaware. C'est ça, un État voisin, parce que la ville de Scranton en Pennsylvanie traverse une mauvaise passe à cette époque. Le père de Joe Biden cherche du travail.
Et la suite, c'est la sœur de Joe Biden qui la raconte dans un clip de campagne intitulé « A Kid from Scranton », un gamin de Scranton. Les valeurs qui ont guidé Joe toute sa vie, elles viennent des leçons apprises en grandissant à Scranton, où, alors jeune garçon, Joe a entendu la peine dans la voix de notre père quand il nous a dit que pour trouver un travail, notre famille devait déménager. Mon père qui a traversé des moments difficiles me l'a toujours dit. Champion, quand on te met à terre, relève-toi. Elodie, pourquoi Joe Biden il en revient toujours à Scranton à longueur de discours? On sent une petite lassitude dans ta voix. Non, pas du tout, mais c'est vrai que pour écouter pas mal Joe Biden, il parle beaucoup de Scranton. Mais ça fait écho notamment à un de ses points forts, en tout cas sur le papier, qui était de pouvoir, peut-être plus que Hillary Clinton, attirer les électeurs, les ouvriers, les hommes blancs de bassins industriels, etc. Et il en a fait, donc comme tu dis, il parle tout le temps de Scranton, et dans les dernières semaines avant l'élection, il a développé cette nouvelle ligne d'attaque, ou cette nouvelle ligne dans son discours, qui était de dire cette élection présidentielle, c'est Scranton contre Park Avenue. Park Avenue, la belle avenue de New York, clinquante, avec des beaux immeubles, etc., qui représente Donald Trump par rapport à lui et ses origines modestes. Et il finit sa campagne électorale la veille du scrutin à Scranton, justement. Donc c'est aussi une ville qui sert, comme tu dis, son discours politique, en fait. Exactement. Et en plus, qui est devenu, du coup, dans ces derniers jours, juste avant l'élection, vraiment un enjeu entre les deux candidats, puisque Donald Trump lui fait l'affront, entre guillemets, si on se place du côté du camp Biden, d'aller à Scranton, comme il l'avait déjà fait, pour dire que Biden a abandonné Scranton, c'est-à-dire il a abandonné les ouvriers, il a tourné le dos aux bassins industriels, aux mines, etc. Et donc le lendemain, ce qui n'était pas annoncé encore, je crois 2 jours plus tôt, Joe Biden se rend à Scranton pour effectivement boucler sa campagne et rappeler que lui vient vraiment de ses origines modestes. On avance un peu dans le temps, petit bond dans les années 70. On est en 1972. Élodie, dans ton article sur Joe Biden, tu as une formule assez juste qui résume un peu cette année 1972 pour lui. Tu écris « C'est dans un brusque passage du triomphe à la douleur que le vétéran de la politique avait démarré à seulement 29 ans sa carrière politique. » Ce tragique moment, c'est la perte de sa femme et de sa fille qui intervient juste après sa victoire. Ouais. En politique. Exactement. Et donc, c'est assez frappant parce que quand on retrouve les photos en noir et blanc de sa victoire, et c'est la famille parfaite. Son épouse était très belle. Lui était un bel homme aussi, avec leurs 3 enfants sur les photos, etc. Et donc, ça, c'est novembre 72. Et 1 mois plus tard, alors que lui est à Washington pour visiter, puisqu'ici, la rentrée parlementaire, une fois, on gagne l'élection en novembre, mais on ne fait sa rentrée parlementaire qu'en janvier. Pendant qu'il est à Washington, sa femme et les 3 enfants sont partis en voiture acheter un sapin de Noël. Et sur le chemin, ont eu un accident de voiture qui a tué son épouse et sa petite fille, qui venait d'avoir 1 an, et blessé gravement ses 2 fils, Beau et Hunter. But the call said, my wife was dead, my daughter was dead, and I wasn't sure how my sons were going to make it. Il parle souvent de cette tragédie, de cet accident de voiture qui lui a pris sa femme et sa fille. Et pourquoi, à ton avis, est-il si ouvert ? Je pense que c'est parce que c'est quelque chose, un moment de sa vie qu'il a sincèrement, évidemment, on peut l'imaginer, affecté. Et de là part aussi son grand trait de caractère, c'est l'empathie. Il a connu cette tragédie qu'on peut difficilement imaginer. Il vient d'être victorieux, il va rentrer au Sénat, il a 29 ans, 30 ans au moment de sa rentrée parlementaire, et tout d'un coup, il perd sa femme et sa petite fille, ses 2 enfants sont à l'hôpital. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui l'a profondément affecté, et il en parle beaucoup. On a l'impression que c'est sincère, en tout cas qu'il a besoin d'en parler, et que ça lui sert, sans que ce soit forcément quelque chose de calculé, mais en tout cas à connecter avec les gens avec qui il parlait. Dès qu'un électeur dans une émission de télévision lui parle d'une perte personnelle, il en parle et il dit toujours « je sais ce que ça fait, je connais ce trou noir, cette sensation d'avoir un trou noir dont on ne se relèvera jamais, dont on ne sortira jamais, etc. » Et donc c'est vraiment quelque chose de central dans sa personnalité. That black hole you feel in your chest like you're being sucked back into it. Et il essaie quand même de rebondir après cette tragédie, puisque plus de 10 ans après, on est dans les années 80, en 1987 exactement, il tente de se présenter pour l'élection présidentielle,
mais une tentative de candidature qui commence mal parce qu'on l'accuse d'avoir fait un copier-coller d'un discours d'un travailliste britannique. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Élodie, sur cet épisode ? C'était un moment apparemment où il y avait déjà des choses qui sortaient sur le fait qu'il avait pu, à l'université, plagier quelques parties de devoirs rendus, etc. Et là, il fait un discours en parlant de ses origines, encore une fois, Scranton, la mine, les mineurs, etc. Sauf que il est calqué pratiquement mot pour mot sur celui de Neil Kinnock, chef du Parti travailliste à l'époque au Royaume-Uni, qui a aussi des origines comparables. Et c'est découvert assez rapidement et il jette l'éponge assez vite dans la foulée. Mais alors comment on peut se remettre d'un tel échec, d'une telle accusation de plagiat ? Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait ensuite une grande carrière au Sénat. Donc pour lui, il s'en est relevé, encore une fois, comme tu parlais de tout à l'heure, de sa résilience. Alors on va avancer encore un peu dans le temps. Campagne présidentielle de 2008. Alors je crois que cette année-là, elle parle à beaucoup de monde. Et là, Joe Biden veut se présenter à la primaire démocrate. Et il prononce, à l'époque, juste avant la campagne, on est en 2007, il prononce une phrase à l'encontre d'un certain Barack Obama qui va beaucoup susciter de critiques. Ouais, Élodie, je te laisse nous la lire peut-être en version originale. Ouais, alors avec le masque et l'accent. I mean, you got the first mainstream African American who is articulate and bright and clean and a nice-looking guy. I mean, that's a storybook, man. En fait, il dit que Barack Obama est le premier Afro-Américain connu à être éloquent, brillant, propre, beau garçon, comme si tous les Afro-Américains étaient sales et bêtes, quoi. Et comment a réagi Barack Obama à l'époque, du coup ? Ouais, c'est sûr que ce commentaire fait couler beaucoup d'encre. Et Barack Obama, à l'époque, de façon assez élégante, dit que Joe Biden l'a contacté et ne lui en tient pas rigueur dans des déclarations publiques dans les couloirs du Sénat. Et Barack Obama, en fait, il n'est pas du tout rancunier, puisque quelques mois plus tard, une fois qu'il a gagné la primaire démocrate, qu'il devient le candidat démocrate à la présidentielle de 2008, il le choisit comme colistier sur le ticket. Oui, effectivement. Et donc, on peut évidemment imaginer qu'il a oublié cet épisode, ou en tout cas qu'il n'a pas voulu lui en tenir rigueur. C'est marrant parce que l'aspect pas rancunier, c'est quelque chose que Joe Biden a aussi mis en avant quand il a choisi Kamala Harris comme colistière cette fois-ci, puisqu'elle l'avait elle l'avait attaqué pendant le premier débat démocrate, ça l'avait mis en difficulté. Et Joe Biden avait d'ailleurs, peut-être en le faisant exprès, je ne sais pas si les politiques peuvent, avec une aussi longue carrière, peuvent être aussi naïfs, montrer un papier devant les photographes disant et soulignant le fait de n'être pas rancunier quand il était interrogé sur Kamala Harris avant de la choisir. Il y a eu ces 8 ans d'embellie, donc les 2 mandats en tant que vice-président avec Barack Obama. This also gives the internet one last chance to talk about our bromance. Et 2015, drame à nouveau, Joe Biden perd son fils aîné, Beau. C'est aussi quelque chose qu'il évoque beaucoup quand il s'exprime auprès de ses électeurs. Ça, c'est sûr. C'est Beau Biden. Son nom revient sans cesse, son prénom, dans les discours de Joe Biden, dans ses échanges inopinés avec les gens dans la rue. Il est décédé d'un cancer du cerveau à 46 ans, alors qu'il semblait promis un brillant avenir. On peut même imaginer qu'il aurait pu être, cette fois en 2020, le candidat démocrate. C'était un procureur général dans l'État du Delaware. Il avait fait l'armée, c'est ça ? Il avait fait l'armée. Joe Biden s'en sert, ou en tout cas le cite beaucoup dans ses attaques aussi contre Donald Trump, qui était accusé d'avoir traité de losers les soldats. L'image de Beau Biden, le souvenir de Beau Biden, c'est quelque chose dont parle beaucoup Joe Biden, qui d'ailleurs dit qu'il porte son chapelet. Le chapelet qu'aurait porté Beau Biden au moment de sa mort, il le porte autour du poignet, ou en tout cas l'a toujours avec lui, ou souvent avec lui. La campagne ne confirme pas qu'il l'est tout le temps avec lui, mais c'est quelque chose qui l'accompagne. On avance encore un peu dans le temps. Avril 2019, Joe Biden, Élodie, décide de se présenter à la primaire démocrate après une très très longue réflexion. Oui, une longue attente. On s'en souvient bien, vous aussi, parce que beaucoup d'autres candidats s'étaient déjà lancés, des candidats démocrates dans la primaire. Lui, c'était un peu un secret de polichinelle. Il était en tête dans les sondages.
mais il ne se présentait pas, au point que même Kamala Harris avait plaisanté, qui était déjà candidate pour la primaire. Quand on lui demandait sans cesse s'il allait se présenter, elle l'avait appelé à venir avec eux dans l'eau. L'eau est bonne, avait-elle dit. Et donc, une fois qu'il se lance dans cette primaire démocrate, finalement, les résultats au début ne sont pas très bons pour lui, Élodie. Exactement, alors qu'il avait été en tête dans les sondages, même plus que pas très bon, carrément humiliant pour une personnalité de son rang politique avec sa carrière et sa place dans les sondages. Il enchaîne en fait 3 échecs, 3 défaites cuisantes dans l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada. Et donc, il y a cette victoire surprise en Caroline du Sud, un État dans lequel il avait quand même pas mal fait campagne juste avant. Exactement, et le mot de surprise, en tout cas, son équipe de campagne ne serait pas d'accord, puisque eux, depuis le début et plusieurs mois avant, un de ses stratèges l'avait dit, ils pariaient sur cet État qui a un fort électorat afro-américain, chez qui, en tout cas, parmi les plus âgés, Joe Biden est très populaire. Et donc eux, c'est pour ça, contre vents et marées, ils ont tenu le coup malgré ces 3 premières défaites auxquelles il est très difficile de survivre en tant que candidat, parce qu'ils pensaient, ils savaient, ils étaient convaincus que Joe Biden allait gagner en Caroline du Sud. Et ensuite, il remporte le Super Tuesday qui le propulse en fait comme l'ultra favori, alors qu'il était déjà favori, là il devient ultra favori après le Super Tuesday. Et est-ce qu'à nouveau on peut dire que Joe Biden a fait preuve de résilience? C'est un retour gagnant épatant qui a étonné tout le monde, encore une fois? Oui, pardon, c'est vraiment un retour historique dans la course, historique dans la politique américaine. Quelques mois plus tard, il devient officiellement le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine. Il a fait campagne assez calmement, déjà depuis son basement et tout ça, mais quand même pas mal de petites polémiques, Joe Biden. Oui, alors déjà, il était scruté de près pendant toute la campagne parce qu'il est connu pour ses gaffes. Il dérape parfois et il peut parler à l'emporte-pièce, etc. Et donc ça, c'était quelque chose qui a été très scruté. Il a eu des moments où il a répondu, où il semblait s'agacer même de questions qui n'étaient pas forcément malveillantes, où il a eu des réactions. Il s'est emporté assez facilement. Specifically, have you taken a cognitive test? No, I haven't taken a test. Why the hell would I take a test? Come on, man. That's like saying before you got in this program, you take a test where you're taking cocaine or not. What do you think, huh? Avec une campagne particulière, on le sait, en ces temps de pandémie, une analyse des spécialistes pensait au niveau des résultats à une vague bleue. Finalement, on l'a tous vécu cette soirée électorale avec des cernes sous les yeux. Ça n'a pas été si facile. Non, ça n'a pas été si facile. Effectivement, il y avait eu beaucoup d'attentes. Il y avait des sondages qui laissaient entendre que certains États, comme la Floride, donnaient une large avance à Joe Biden. Finalement, ça n'a pas été le cas. Encore une fois, les plus prudents dans l'équipe de Joe Biden diraient qu'eux n'ont pas participé à cet enthousiasme fou, débordant avant l'élection, puisque encore quelques jours avant, sa directrice de campagne disait dans un appel aux partisans, mais donc un appel public qui avait volonté d'être connu par tous, a dit attention, la course est beaucoup plus serrée que ce que les sondages laissent entendre. Et elle l'a martelé, et c'était un message aussi pour appeler à la mobilisation. Ne vous laissez pas avoir par l'idée d'un triomphe. Joe Biden est un catholique pratiquant. On l'a vu assez souvent le dimanche pendant la campagne se rendre à l'église de Wilmington. Quelle place a la foi catholique dans la vie de Joe Biden ? Alors, ça a une grande place. Il est, oui, comme tu le disais, il est vraiment pratiquant. Il y va presque tous les dimanches dans cette petite église de Wilmington. Quand on a pu le suivre pendant la campagne, souvent quand on le suivait le dimanche, il fallait aller d'abord à l'église avant le reste de ses actes de campagne. Il parle de la foi comme de quelque chose qui l'aide à surmonter les épreuves. Il le partage avec les gens avec qui il parle de ces épreuves. Et la petite église de Wilmington est aussi un lieu où il va non seulement pour aller à la messe, mais où il va se recueillir sur les tombes de ses parents, mais aussi de sa femme et de sa fille dont on parlait tout à l'heure, et de Beau Biden qui est un petit peu à l'écart. Encore une fois, son fils, c'est vraiment une présence centrale dans sa vie. Il en a parlé très souvent pendant la campagne, et notamment en sous-entendant aussi, en disant même une fois que ça aurait dû être lui le candidat. Beau should be the one running for president, not me. Extrait d'une interview de Joe Biden sur la chaîne MSNBC en janvier 2020. Every morning I get up, Joe, not a joke. I think to myself, is he proud of me? Et il avait confié dans une interview très, très émouvante qu'il se demandait tous les matins si son fils était fier de lui.
Elodie, on a envie de te donner rendez-vous dans 4 ans pour voir quel président aura été Joe Biden. Mais d'abord déjà, est-ce que tu peux nous dire quels seront ces fameux 100 premiers jours ? Alors déjà, sans rentrer dans le cœur de ce qu'il pourrait faire, on va avoir un changement de rythme radical à Washington. Nos collègues de la Maison-Blanche ont suivi Donald Trump pendant 4 ans. Joe Biden, c'est pas le même rythme. Ses discours sont plus courts. Il maîtrise sa parole. Il fait attention à même ne pas donner beaucoup d'interviews, à pas répondre à beaucoup de questions au pied levé, contrairement à Donald Trump. Donc déjà, je pense que le changement de rythme va être assez net. Et puis, on va voir aussi, et ça, il va être guetté là-dessus, c'est sur ses emportements, sur ses agacements qu'il a pu montrer pendant la campagne et pendant sa longue carrière politique. Est-ce qu'il sera capable de garder son sang-froid et de tenir la ligne de sa présidence ? C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Merci à vous pour votre fidélité et un immense merci à Salima Belhadj et Elodie Cuzin pour m'avoir accompagné pendant ce numéro. Rédaction en chef Hervé Rouache et mes salutations à l'ami et collègue Léo Mourin que vous avez souvent entendu, comme pour ce numéro, au doublage des voix américaines. Composition musicale Lena Kenkyo, prenez soin de vous, américanement vôtre.